Les cellules ont une structure et un fonctionnement, c'est-à-dire un métabolisme en fait, globalement. On peut dire que la cellule, c'est une unité structurale et fonctionnelle. Aujourd'hui, nous allons travailler sur le fonctionnement cellulaire et plus spécialement sur l'énergie. Les cellules ont besoin d'énergie pour fonctionner. Donc on peut se poser la question, les cellules ont besoin pour fonctionner d'énergie, comment cela est-il possible? C'est quoi l'énergie? Bon. Alors globalement on peut dire que l'énergie c'est une conséquence au niveau cellulaire par exemple d'une oxydation du dioxygène sur une molécule que l'on appelle le glucose. Donc cette réaction chimique va produire de l'énergie. Et cette énergie va pouvoir être utilisée pour diverses réactions chimiques. Alors l'énergie, bon c'est compliqué, c'est pas à retenir, mais c'est mis en réserve sous forme d'ATP, adénosine triphosphate en fait. Bon, les mécanismes ne sont pas étudiés en classe de seconde. Donc essayons de voir de quoi les cellules ont besoin pour assurer le fonctionnement, c'est-à-dire on sait très bien qu'elles ont besoin d'énergie. Mais comment cela est-il possible? Essayons de relier d'abord au niveau cellulaire donc leur fonctionnement avec une certaine forme d'énergie qui pourrait être utilisée. Commençons par regarder des cellules végétales. Par exemple, en cours de division, ça peut être une mitose. Division cellulaire, une mitose, donc qui permet à partir d'une cellule d'obtenir deux cellules. Bon, il y a tout un mécanisme que nous n'allons pas expliquer aujourd'hui. Alors, en faisant une coupe, une coloration spéciale, on peut voir du rouge et du vert. Au centre, on a du vert. Eh bien, ça représente les molécules d'ADN, acide désoxyribonucléique, et tout autour, on a du rouge, correspondant aux parois des cellules. Et la division d'une cellule demande la production d'énergie. Donc voilà, on part de cellules végétales, par exemple cellules de racines, de feuilles, etc. Eh bien, la croissance de la plante, la multiplication des cellules est nécessaire pour la croissance de la plante, et donc production d'énergie nécessaire. Alors pour l'instant, il ne s'agit pas de dire exactement ce qui se passe au niveau de la production d'énergie lorsqu'il y a une division cellulaire, mais simplement de poser le problème, ou plutôt d'affirmer qu'il faut de l'énergie aux cellules pour se diviser. Ensuite, on prend un autre type de cellule, par exemple que l'on peut trouver chez l'être humain. Il s'agit du cartilage. Alors le cartilage possède une matrice extracellulaire que l'on peut appeler également MEC, matrice extracellulaire, et dans laquelle il y a des cellules que l'on peut appeler des chondrocytes. Chondrocytes. Rappelons que la cytologie, c'est l'étude des cellules. Cyte, souvent, cyte signifie cellule, enfin ça ne signifie pas cellule, mais lorsque l'on dit cyte, c'est sans doute qu'on a affaire à une cellule. Et là, on a affaire à une cellule que l'on appelle une chondrocyte, des chondrocytes. Donc ce sont des cellules du cartilage du nez chez l'homme, cartilage humain. Donc on les appelle des chondrocytes. Elles fabriquent une protéine de la famille des collagènes et les exportent après sécrétion donc dans la matrice extracellulaire. Donc pour cela, eh bien, ces chondrocytes, pour faire passer le collagène, donc les exporter dans la matrice extracellulaire, ces chondrocytes ont besoin d'énergie également. Donc, division cellulaire, il faut de l'énergie. Pour faire passer une molécule d'une cellule vers le milieu extérieur, il faut de l'énergie également. Ensuite, regardons une paroi, par exemple celle de la paroi intestinale. On aurait pu prendre également
l'exemple d'une muqueuse tout autre. On aurait pu prendre les bronches aussi. Bon. Et puis voir un petit peu de quoi est constituée la paroi bronchique. Là, on prend la paroi intestinale. Alors l'intestin, c'est quoi? Ça fait partie du tube digestif. C'est un endroit qui va permettre à un certain endroit, en fait, à des microvillosités de faire passer les nutriments issus de la digestion vers le sang. Bon, on parle également quelquefois de lymphe. Donc, bon. Mais l'objet, c'est pas l'étude des nutriments, du passage des nutriments dans le sang. C'est simplement essayer de faire la relation entre une cellule qui a besoin d'énergie pour fonctionner, etc. Là, ça concerne la paroi intestinale. Est-ce qu'on va parler d'énergie? Eh bien oui. Il y a, au niveau de la surface de la paroi intestinale, des espèces de cellules que l'on appelle des cellules à mucus. Donc il y a à l'intérieur plein de petites vésicules, donc des petits ronds, comme des petits sacs, qui possèdent du mucus. Donc le mucus est une substance qui est plus ou moins épaisse, et entre autres du mucus est produit par exemple également au niveau des bronches. Et juste une petite parenthèse, dans la mucoviscidose, il y a un problème par rapport à ce mucus en fait qui va tapisser les cils les surfaces des cellules épithéliales en fait, et qui vont donc ce mucus va se déposer sur les cils qui sont censés battre d'un mouvement ondulatoire pour éliminer les éventuelles particules qui vont se déposer dans l'arbre bronchique. Et bien ce mucus étant épais, les bronches ne pourront pas assurer leur rôle correctement, et ça va provoquer une gêne importante chez les personnes atteintes de mucoviscidose. Donc, les cellules produisent du mucus et vont sécréter ce mucus à la surface de la paroi intestinale. Et cette production de mucus, donc ces cellules qui produisent du mucus qui va ensuite dans les vésicules, donc vont sécréter ce mucus grâce à des organites en mouvement que l'on appelle des vésicules, c'est ce qu'on vient de voir, et qui nécessitent de l'énergie. Donc de l'énergie, encore une fois, est produite lorsque la production suivie de la sécrétion se fait par des mouvements de vésicules, en fait, qui demandent une certaine énergie, un certain travail, une certaine énergie. Bon voilà, donc ces cellules possèdent bien sûr un noyau, donc il y a tout un programme génétique qui va pouvoir s'exprimer. Donc le mucus, c'est quoi? C'est une substance visqueuse que certaines cellules vont produire. Donc là, on a dit par exemple la paroi intestinale, on peut parler également de la paroi bronchique. Et ça sert tout simplement à protéger le tissu. Par exemple, le tissu épithélial au niveau des bronches va être protégé par cette espèce de mucus, mais qui sera fluide, relativement fluide. Pourquoi cette fluidité? Parce que ce sera en relation avec des ions chlorure Cl- qui vont pouvoir, à partir du cytoplasme des cellules épithéliales, passer en direction de la lumière des bronches, par exemple, grâce à une protéine canal que l'on appellera la protéine CFTR. Bon. Et chez les personnes normales, donc tout se passe bien, mais chez les personnes qui sont atteintes de mucoviscidose, il y a une déficience génétique donc d'un certain gène, le gène CFTR, qui ne produit pas la protéine CFTR normale, et de ce fait-là, cette protéine ne peut plus laisser passer les ions chlorure Cl- vers la lumière, et donc ne peuvent pas. Donc de ce fait-là, le mucus reste épais. Bon, donc voilà. À noter que cette énergie, au passage, on en parlera dans d'autres cours également, que cette énergie est produite en très très grande partie par ce que l'on appelle des mitochondries, qui sont des organites présents dans la plupart des cellules eucaryotes, c'est-à-dire les cellules qui possèdent un vrai noyau. Et le noyau sert à quoi? Eh bien, à protéger le matériel génétique, c'est-à-dire les mitochondries, c'est-à-dire les chromosomes et entre autres les gènes, c'est-à-dire
l'ADN en gros, quoi. Bon. Alors, ensuite, essayons de mettre en œuvre une stratégie de résolution d'un problème, c'est-à-dire essayer de montrer que les cellules, au niveau des cellules, il existe ce que l'on appelle la respiration cellulaire. Autrement dit, si vous prenez le cas des poumons, les poumons réalisent ce que l'on appelle la respiration pulmonaire. En quoi consiste la respiration pulmonaire? Donc ça, simplement pour vous expliquer, c'est quoi la respiration cellulaire. On sait bien que cette respiration cellulaire, qui correspond à l'oxydation d'une molécule de glucose, va produire de l'énergie. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de respiration cellulaire? Revenons un petit peu en arrière. Respiration pulmonaire. L'inspiration fait passer de l'air dans les poumons. Comment est-ce que cela est possible? Eh bien, ce n'est pas l'air qui rentre directement dans les poumons comme ça, ce n'est pas les poumons qui forcent l'air à rentrer. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. En fait, lorsque vous inspirez, ce qui se passe, c'est que les côtes, donc la cage thoracique, va augmenter de volume, parce qu'entre les côtes, il y a des muscles que l'on appelle des muscles intercostaux. La contraction de ces muscles va faire augmenter le volume de la cage thoracique. Et en parallèle, sur le bas, il y a un muscle que l'on appelle le diaphragme, et sa contraction le fait se baisser. Autrement dit, ça augmente encore le volume de la cage thoracique, et donc de ce fait-là, il se crée une espèce d'aspiration vers l'intérieur, et de ce fait-là, les poumons se remplissent d'air. Donc il y a une aspiration naturelle. Donc ça veut dire que le gaz, donc l'air en fait, va passer dans les poumons de manière tout à fait naturelle, sans qu'il y ait de forcing entre guillemets, simplement parce que l'air doit s'engouffrer dans les poumons suite au gonflement de la cage thoracique. Et ensuite, cet air qui arrive dans les poumons, donc il passe par les bronches, puis les bronchioles et arrive dans les alvéoles pulmonaires. Eh bien, dans cet air, il y a du dioxygène. Alors, il y a du dioxyde de carbone également, 0,03% à peu près dans l'air, la quantité dans l'air. Et alors cette quantité, entre parenthèses, a tendance à augmenter dû au gaz à effet de serre. Bon, ça, c'est un autre problème, mais le CO2 est un gaz à effet de serre. Donc, on dit 0,03%, mais si on continue comme ça à produire du dioxygène, du dioxyde de carbone plutôt, eh bien la quantité va tout doucement augmenter. Quelles seront les conséquences sur le corps humain, en plus des conséquences sur le fait que ça augmente la température de l'effet de serre? Ça, c'est un gros problème. Bon, bref, c'est un autre sujet. Donc, on a dit que l'air arrive jusqu'aux alvéoles pulmonaires. Dans l'air, il y a de l'oxygène, quantité 21% à peu près, et une certaine partie de cet oxygène, de ce dioxygène, oxygène, c'est l'atome, mais dioxygène, c'est deux atomes reliés entre eux. Donc ce dioxygène va traverser la paroi de l'alvéole pulmonaire, va se retrouver à l'extérieur et va se retrouver dans le milieu extracellulaire. Et puis à un moment donné, ce dioxygène va va traverser la membrane cytoplasmique des cellules, pas des cellules, mais des cellules, parce que ça passe dans les vaisseaux sanguins, donc dans les petits capillaires sanguins, dont la paroi est tapissée de cellules. Donc il faut que l'air s'engouffre à l'intérieur, arrive à passer à l'intérieur. Bon, c'est pas très dur, c'est une toute petite molécule. Et donc le dioxygène se retrouve dans le sang, et ensuite est véhiculé dans l'ensemble de l'organisme grâce au cœur, qui est une pompe qui se charge d'aspirer le sang et de le rejeter. Alors, il y a un mécanisme cardiaque que l'on ne va pas expliquer ici. Mais une pompe, c'est bien faire venir quelque chose et faire repartir ce quelque chose. Et ce quelque chose, c'est bien le sang. Donc le sang arrive dans le cœur et repart du cœur. Mécanisme à voir en détail dans un autre cours. Donc le dioxygène, il se retrouve dans le sang, il circule, il va arriver, par exemple, imaginons des cellules musculaires.
cellules musculaires, leur rôle, c'est de se contracter pour faire un exercice. Par exemple, si vous voulez courir, les muscles de la jambe doivent se contracter. Eh bien, les cellules musculaires prennent du dioxygène, oxydent des molécules de glucose et produisent de ce fait-là de l'énergie avec rejet de dioxyde de carbone et d'eau. Bon, donc voilà, ça c'est de l'énergie, c'est un exemple pour dire que les cellules musculaires ont besoin d'énergie pour fonctionner. Lors du métabolisme basal, c'est-à-dire lorsque vous vivez tout naturellement, toutes les cellules ont besoin en permanence d'énergie pour vivre. La preuve que l'énergie est créée en permanence, c'est qu'on est toujours à une température d'environ 37 degrés. Bon. Ça veut bien dire qu'il y a de la chaleur qui est produite à l'intérieur du corps. Il y a des oxydations permanentes au niveau cellulaire et pas que les cellules musculaires. Là, on a pris l'exemple de cellules précédemment qui ont besoin d'énergie. Bon. Division cellulaire, énergie. Les chondrocytes ont besoin d'énergie. Petite parenthèse. Alors, voilà. Et on a dit que la paroi intestinale également avait besoin d'énergie pour produire et exporter du mucus sur la paroi. On avait parlé un petit peu des bronches également. Donc là, on a dit, essayons de montrer que des cellules vont respirer. Et là, ce que je voulais vous faire comprendre à travers la respiration pulmonaire, c'est que l'oxygène passe des alvéoles vers le sang pour aller dans les cellules. Mais la cellule qui prend ce dioxygène, on ne va pas dire qu'elle respire, mais c'est presque ça également. Elle prend l'oxygène, puis elle rejette le dioxyde de carbone, et entre-temps, il y a production d'énergie. Donc on peut dire qu'il y a une respiration cellulaire. Eh bien, la respiration cellulaire, c'est simplement la réaction de l'oxydation du dioxygène sur le glucose qui permet de rejeter du CO2, de l'eau et de produire de l'énergie. C'est ça, la respiration cellulaire. Donc ça veut dire que lorsque l'on parle du métabolisme, c'est l'ensemble des réactions chimiques dans un organisme, dans une cellule donc à petite échelle évidemment, et donc il y a des voies métaboliques, donc un métabolisme, c'est-à-dire un ensemble de réactions chimiques, et ces réactions chimiques soit produisent de l'énergie, soit ont besoin d'énergie. Donc le glucose, il stocke cette énergie, donc sous forme d'énergie chimique, parce que le glucose, c'est quoi ? C'est de la matière organique qui a été produite, entre autres, par exemple, par photosynthèse au niveau des plantes. Eh bien, ce glucose a le potentiel pour produire de l'énergie lorsqu'il est oxydé par le dioxygène. Voilà, donc les cellules transforment progressivement des molécules organiques en molécules simples en stockant, par exemple, des réserves énergétiques. Par exemple, dans le foie, il y a du glycogène. Chez les plantes, dans un grain de riz, par exemple, il y a de l'amidon. L'amidon, glycogène, c'est quoi ? Ce sont des molécules presque identiques qui possèdent des réserves de glucose. Or, le glucose sert à quoi ? À produire de l'énergie. Grâce à quoi ? Grâce à la respiration cellulaire. Bon, voilà, donc de l'énergie est produite pour assurer des transformations, différentes transformations que l'on appelle biochimiques. La biochimie, c'est la chimie de la vie. Donc toutes les réactions du métabolisme ont besoin plus ou moins d'énergie. Je répète, soit ces réactions en produisent, soit elles en ont besoin. Bon. Donc c'est pas compliqué à comprendre, mais encore faut-il le dire. Ensuite, on peut en laboratoire faire une expérience que l'on appelle expérience Exao pour mettre en évidence le fait que des cellules vont produire du CO2 et ou absorber du dioxygène. Bon, maintenant pour montrer qu'une cellule produit de l'énergie, on peut indirectement mesurer le taux de dioxyde de carbone ou de dioxygène.
Pourquoi? Parce que, imaginons, on a une sonde. On met la sonde dans ce que l'on appelle un bioréacteur, c'est-à-dire un réacteur qui possède de la vie. Donc on met des cellules. Par exemple, on met des racines, des bouts de feuilles, etc. Et on regarde à partir de ces sondes, parce qu'on peut mettre une sonde à dioxyde de carbone et une sonde à dioxygène, et puis on regarde quelle est l'évolution donc du dioxyde de carbone et de l'oxygène. Donc on va raisonner après, mais en quoi c'est intéressant d'avoir des sondes? Bien, c'est de mesurer la quantité de dioxyde de carbone et de dioxygène, par exemple, donc si on veut mesurer les deux, pour voir comment évoluent ces gaz. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que nous savons qu'au cours de la respiration cellulaire, du dioxygène va oxyder du glucose pour produire du dioxyde de carbone, entre autres. Vous voyez, oxygène oxyde le glucose et production de dioxyde de carbone. Donc oxygène, dioxyde de carbone, avec de l'énergie en plus. Donc si on mesure, imaginons, on a une sonde à oxygène. On met des cellules, on ferme l'enceinte, et puis on regarde comment évolue, grâce à un graphique qui est reproduit sur l'ordinateur. C'est pour ça qu'on appelle cette expérience donc EXAO, expérimentation assistée par ordinateur. Sous-entendu, on a une sonde, le tout est relié à un ordinateur, cette sonde est en contact avec des cellules, et on regarde ce qui se passe. On part, donc on va dire dioxygène, dioxyde de carbone. On a une sonde à dioxygène. On laisse le temps passer. Que va-t-il se passer? Donc on laisse le temps passer. Donc, eh bien, si les cellules utilisent le dioxygène pour oxyder du glucose, alors la quantité de dioxygène va diminuer dans l'enceinte à mesure que le temps passe. Donc on pourrait dire, en observant ces résultats, que puisque CO2 diminue, puisque O2 diminue, alors c'est très probable, l'hypothèse est très forte, comme quoi ce dioxygène diminue parce qu'il est utilisé pour oxyder du glucose. Et bien que l'on ne voit pas le glucose, puisqu'on a juste une sonde à dioxygène, on ne voit pas ce glucose, mais on l'imagine, puisqu'on connaît le mécanisme de la respiration cellulaire. Donc, dioxygène diminue? Très certainement, parce qu'il oxyde du glucose pour produire de l'énergie. Donc ça veut dire que les cellules prendraient ce dioxygène en vue de produire de l'énergie pour continuer à vivre, pour assurer différentes fonctions du métabolisme. Donc voilà, c'est une première chose. Autre chose, on peut prendre le dioxyde de carbone. Si on prend juste la sonde de dioxyde de carbone, si par exemple cette quantité de dioxyde de carbone augmente sur la courbe que l'on a représentée, enfin qui se construit toute seule lors de l'expérience EXAO, donc si ce CO2 augmente, alors il est fort probable que c'est parce que du dioxygène a oxydé du glucose. Pourquoi est-ce qu'on peut l'affirmer? Parce que cette réaction, c'est la respiration cellulaire, et donc le dioxyde de carbone est libéré. Donc s'il est libéré dans l'enceinte, ça veut bien dire, très certainement, que la respiration cellulaire a eu lieu avec rejet de dioxyde de carbone. Donc vous voyez qu'on peut anticiper les résultats, et on peut prendre n'importe quelle cellule, on peut mettre soit une des deux sondes, ça permet de raisonner, comme je viens de le faire, soit on peut mettre les deux sondes, on met une sonde à dioxyde de carbone et une sonde à oxygène. Et si la sonde à oxygène montre sur la courbe un abaissement du dioxygène et une augmentation du CO2, eh bien ça conforte fortement l'idée que les cellules font ce que l'on appelle la respiration cellulaire. Je répète pour la millième fois, l'oxydation du glucose par le dioxygène.
avec rejet de CO2, d'eau et production d'énergie. Et là, on a bien mis en évidence, par ces deux gaz CO2 et O2, donc il y a des échanges, et que ces échanges prouvent qu'il y a production d'énergie de la part des cellules pour que celles-ci puissent continuer à vivre et à assurer un métabolisme spécifique de la cellule en question. Bon, voilà ce que l'on pouvait dire. Alors, évidemment, c'est très long. Donc là, on a mis en évidence le fait que dans nos cellules, il y a de l'énergie qui est produite. Alors, on a simplement mis en évidence le fait que dans les cellules en division, dans le cartilage, au niveau d'une paroi, par exemple celle de l'intestin, il y a besoin d'énergie. Et comment est produite cette énergie? Eh bien, par respiration cellulaire, qui va mettre, et ce n'est pas dit dans les documents ici, et c'est un petit peu hors programme de seconde, mais cette énergie, elle n'est pas... ce que je veux dire, c'est que lorsqu'il y a une oxydation du glucose, c'est pas comme une petite bombe qui va produire de l'énergie, c'est pas ça. En fait, l'énergie est produite. Donc il y a libération de CO2 et H2O. Bon, ça, ce sont des déchets. Entre parenthèses, il y a libération de H2O, ça veut dire qu'il faut boire. Lorsque l'on fait beaucoup de sport, admettons qu'on se déshydrate, c'est un petit peu à cause de ça. Bon, il n'y a pas que ça. Bon, bref, ce que je voulais dire, c'est que cette respiration cellulaire qui produit de l'énergie, ça ne produit pas de l'énergie spontanément comme ça, sous forme d'une petite bombe cellulaire. Non. Cette énergie, elle est mise en réserve dans des molécules. Ça veut dire que des molécules que l'on appelle ATP, adénosine triphosphate, vont avoir en soi, en elles, ces molécules, ce potentiel de pouvoir produire de l'énergie. Alors, comment? Bien, c'est compliqué, mais en gros, on peut dire que adénosine triphosphate, c'est adénosine avec 3 phosphates reliés. Et dans ces 3 phosphates, il y a des liaisons covalentes assez riches. Et par exemple, si on libère le 3e phosphate, enfin le premier phosphate, ça dépend dans quel sens on va, si on libère le premier phosphate du second phosphate, on a une production d'énergie, et cette énergie peut servir à d'autres réactions chimiques qui, pour ce faire, ont besoin d'énergie. Bon, vous voyez, les choses sont compliquées, à la fois simples et compliquées, mais sont logiques en tout cas. Pour résumer, et nous allons arrêter ce cours, pour résumer, toutes les cellules vivantes sont des unités structurales et fonctionnelles. Elles ont chacune leur fonction qui est plus ou moins spécifique. Mais toutes ont besoin d'énergie, qui est possible grâce à ce que l'on appelle la respiration cellulaire. Que ce soit une cellule en cours de division, que ce soit des chondrocytes dans le cartilage qui vont produire du collagène qui va se retrouver dans la matrice extracellulaire, que ce soit les cellules qui tapissent les bronches, que ce soit donc les cellules épithéliales, que ce soit des cellules qui tapissent l'intestin, toutes ont besoin d'énergie. Et cette énergie peut être le fait qu'elles produisent de l'énergie peut être mise en évidence par une expérience assistée par ordinateur. Ça veut dire qu'on a des sondes à dioxygène ou à dioxyde de carbone, et selon que la quantité des deux gaz augmente ou baisse, on peut raisonner pour dire si effectivement il y a respiration cellulaire ou pas, donc production et mise en réserve d'énergie ou pas. Voilà. Le cours est terminé. Merci.